À cette dernière conférence sur le cycle, en lien donc entre Sijan et les liens avec le Roussillon. Donc je voudrais en profiter pour vous remercier à tous d'être venus. La plupart d'entre vous ont survécu aux 3 conférences, donc bravo à vous. Et donc ce soir, c'est Michel qui va conclure ce cycle. Donc comme tous les hivers, il remonte à Saint-Étienne et on lui dit « Tu n'as pas le droit de rentrer sur Sijan tant que tu ne prends pas une de tes recherches. » Bon, il ne se gêne pas pour nous envoyer pas mal de mails. Et ce soir, il nous présente donc ce qu'il a travaillé cet hiver sur l'impact sur Sijan et des guerres du Roussillon. Donc c'est un exposé qui se divise en 2 parties, vous allez le voir. La première partie, qui est plus technique, c'est une mise en contexte donc entre les rivalités des rois d'Aragon et des rois du Royaume de France. Et la deuxième partie sur un événement très particulier qui a touché Sijan, et notamment le passage de nombreuses troupes. Voilà, donc là c'est lui qui va développer. Donc merci encore ce soir pour votre venue et très bonne conférence à vous. Merci. À mon tour, je vous remercie d'être là, bien que ce soit le vendredi saint. Alors, de nombreux Sijanais connaissent le calvaire de leur ville au départ de la route de Portel. Il fut édifié en 1872 par M. Albert Jacques-Joseph Benjamin, trésailleul d'Annie Gonzalez et de sa sœur, sur ancien cimetière et les ruines de la vieille église de Sijan. Ce terme de calvaire n'est pas sans évoquer les épreuves et le martyr endurés par ceux de Sijan plus que tout autre. Durant des siècles, et à cause du passage constant de soulards français engagés dans les guerres d'annexion du Roussillon. Plus rarement, il subit aussi quelques attaques de la part de l'ennemi, mais c'est bien moindre que les dégâts causés par les Français. Cette insécurité qui entraîna, c'est probablement cette insécurité qui entraîna à la fin de la première moitié du XVIIe siècle la construction d'une nouvelle église à l'intérieur de Sijan. Entre 1410 et 1413, la succession de Martin lui-même, roi d'Aragon, de Valence, Majorque, Sardaigne, comte de Barcelone, Cerdagne et Roussillon, fut difficile. Son petit-fils, illégitime, Frédéric de Luna, n'était pas unanimement reconnu. Ce fut Ferdinand de Castille qui, avec le soutien du pape Benoît XIII, s'empara du trône. Parmi les prétendants évincés se trouvait Louis III d'Aragon. Non, c'est pas Louis III d'Aragon, c'est Louis III d'Anjou, prince de Valois, roi de Sicile, Naples et Jérusalem. Les relations entre le roi Ferdinand et les Catalans ne cessèrent de se dégrader. Surtout que l'Aragon connaissait à cette époque de dures épreuves. Il y avait une crise démographique doublée d'une crise économique, due en particulier à la forte concurrence des marchands étrangers, donc de Languedoc, mais aussi de Gênes, de Pise, etc. Suite à ces crises, 2 familles catalanes émigrèrent vers le Languedoc. Le professeur Larguier, qui, il y a déjà quelques décennies, a fait un travail qu'il a appelé le Gras et le Grain, et pour lequel il est venu ici à Sijan consulter nos archives, dit qu'à cette occasion, Louis XI, qui va être le premier roi français mêlé à cette histoire, d'après lui, Louis XI a facilité l'établissement de beaucoup de familles catalanes en Languedoc. Il n'a pas fait par bonté de cœur, c'est malgré son apparence de grand catholique et de grand chrétien, on ne peut pas dire que c'était un roi qui avait un bon cœur. Il l'a fait par intérêt. Il l'a fait parce que ces Catalans qui s'implantaient donc. Alors il y en a à Sijan, il y en a à Péria, que les Juifs de Doul sont originaires de Catalogne, il y en a à Narbonne, et il y en a un peu partout. Il l'a fait parce que ces gens laissaient une famille de l'autre côté, en Catalogne, et que ça lui faisait, ces familles, du moment qu'ils étaient gentils avec les leurs, ils étaient plutôt ses partisans, c'était ça simplement, hein. C'était par intérêt. Les guerres franco-espagnoles
pour l'annexion du Roussillon, depuis Louis XI jusqu'à François Ier, furent impliqués dans celle pour la couronne de Sicile, en particulier pour le royaume de Naples. L'an 1442, Alphonse le Magnanime enleva ce royaume au roi René d'Anjou. Le vainqueur laissa la couronne d'Aragon à son frère Jean II et prit le titre de roi des deux Siciles. C'est la création du royaume des deux Siciles. Jean II d'Aragon, du chef de sa première épouse, Blanche de Navarre, prétendait aussi gouverner le royaume de Navarre. Ceci aboutit au meurtre de leur fils, le prince Charles de Viane, et on pense qu'il a été empoisonné par la seconde femme de son père. Au comté de Roussillon et Cerdagne, Jean II avait pris pour principal rival Henri de Trastamare, roi de Castille, qui était à la fois son neveu, mais aussi son gendre. Alors ça, quand on fait la généalogie de ces familles d'Aragon, de Sicile et tout ça, on s'aperçoit que les mariages consanguins, c'est effroyable. Hein. L'oncle, nièce, cousin germain, c'est... Donc, face à ces rivalités, qui étaient donc des rivalités dans la même famille, Jean II chercha le soutien du roi de France, Louis XI. Et on dit que le loup était alors entré dans la bergerie. Le fait que les Catalans, et en particulier ceux du nord des Pyrénées, projettent la souveraineté de Jean de l'Aragon, permit à Louis XI de s'imposer en Roussillon comme arbitre. Ceci eut lieu via la maison de Foix. Alors, le comte Gaston IV de Foix était marié à Éléonore de Navarre, et donc c'était un gendre de Jean II d'Aragon par sa première épouse. Tandis que le frère, qui était un autre Gaston, mais vicomte de Castelbon, était le beau-frère de Louis XI. Suite à ces transactions, en mai 1462, 700 lances c'est une unité de troupes, hein. 700 lances furent promises à Jean II d'Aragon contre 200 000 écus. À défaut du paiement de cette somme, les comtés de Roussillon et de Cerdagne furent engagés à Louis XI. Ça veut dire que tant que Louis XI n'avait pas reçu ces 200 000 écus, c'était une belle somme, il restait maître des comtés de Roussillon et de Cerdagne. Cette guerre coûta très cher, et donc en numéraire, mais aussi beaucoup de ravages furent commis par les troupes françaises. Jean de Foix-Candale, fils de Gaston de l'autre branche, Foix-Grailly, fut le premier gouverneur de Roussillon français. Que je sache, Louis XI n'a pas fait frapper de monnaie à Perpignan, contrairement à notre roi. Mais par contre, il y avait un estampillage des monnaies catalanes, des monnaies frappées en Catalogne, avec une fleur de lys. Donc il y avait quand même un genre de monnayage. Fidèle à sa duplicité, Louis XI négociait en même temps avec Jean II d'Aragon et avec ses opposants catalans. En 1466, le roi de France rompit son alliance avec Jean II au profit de René d'Anjou, un lointain cousin, qui était roi de Sicile, duc de Lorraine et nouveau prétendant choisi par les Catalans. Dès lors, Louis XI le soutint dans la reconquête de Roussillon et d'autres armées traversèrent notre région. Donc, en particulier, on s'est attesté en 1467 et en 1470. Et ces armées, vous pouvez être sûr qu'elles passèrent par Sijan. Aux dommages causés par les passages fréquents des troupes en Bas-Languedoc s'ajoutèrent de graves intempéries. Le roi de France, dont Louis XI, ordonna que ses sujets, réduits à la mendicité, soient temporairement exonérés de taille, et pour que Louis XI accorde une telle mesure, il fallait vraiment que ce soit la misère. Alors, cette misère frappait principalement les lieux d'étape, passage continuel de la soldatesque. En 1473, après la trahison de Jacques d'Armagnac, Louis XI ordonna à l'armée qui venait de prendre les Tours
de se porter en Roussillon. Et pour enlever Perpignan à Jean II d'Aragon. L'armée française comptait 900 lances et 10 000 archers. Et elle était commandée par Louis d'Amboise, cardinal d'Albi. Elle arriva à Narbonne à la mi-avril 1473 et passa ensuite de toute évidence par Sigean. Malgré ses 74 ans et ses infirmités, Jean II d'Aragon défendit vaillamment la cité. En juin, Louis XI dut envoyer un renfort de 400 lances, donc un nouveau passage par Sigean. Il incomba au Languedoc de fournir des vivres à toute l'armée française. Pour faire diversion, le roi d'Aragon détacha un corps de troupes pour saccager le pays de Sceaux et le Fenouillède. Le jeune roi Ferdinand, qui gouvernait la Sicile au nom de son père, vint aider Jean II à repousser les Français de Perpignan. Allez. Le 19 janvier 1479, Jean II d'Aragon, décédé à Barcelone, et sa capitale de cette partie des Pyrénées, Perpignan, avait encore subi un nouveau siège en 1475. Ça veut dire que chaque fois, toutes ces dates, depuis que Louis XI tient le Roussillon, toutes les dates que j'ai citées sont des passages de troupes. Le 19 janvier 1479, non, je l'ai dit, Jean II d'Aragon, décédé à Barcelone. Son fils et héritier principal, Ferdinand, roi de Sicile, accéda au trône. 5 ans plus tôt, l'épouse de ce Ferdinand, Isabelle de Castille, vous le connaissez ces rois. Ce sont les fameux rois, ce sont ceux à l'époque duquel Christophe Colomb est allé à la découverte des Amériques. Donc 5 ans plus tôt, Isabelle de Castille s'était emparée de la succession de son demi-frère, le roi Henri IV, pas le nôtre Henri IV, Henri IV de Castille, au préjudice de sa fille Jeanne, décrétée pour cela illégitime. Ça, c'était une petite combine qui marchait ça. Déjà, vous avez vu que le petit-fils illégitime du roi d'Aragon est écarté. Là, pour avoir la Castille, on a dit que cette fille était légitime. Cette succession provoqua de nouvelles interventions de Louis XI à Roussillon. En 1480, le sénéchal de Toulouse reçut l'ordre de conduire la noblesse de sa sénéchaussée dans le comté de Roussillon pour y contrer les entreprises du jeune roi Ferdinand. L'armée fut placée sous les ordres j'ai un problème avec... Ah oui, c'est quelqu'un qui n'a pas laissé de grandes traces dans l'histoire. Son nom est tantôt Beaufil de Judice ou Beaufil de Juge. Par contre, il avait beaucoup plu à Louis XI qu'il avait fait gouverneur de Roussillon en 1477. Situation dont il profita pour s'enrichir. D'autres armées de renfort furent dirigées sur Perpignan, mais on se doute que certaines firent encore étape à Sigean. En 1482, une épidémie de peste sévit. Alors, ces fameuses épidémies de peste, de choléra et tutti quanti, là aussi ce sont des suites de ces passages de gens de guerre. Ces soldats prennent tout ça et ils le répandent tout le long de leur passage. Les PV des États du Languedoc attestent de la misère d'une grande partie de la province et en premier lieu, toujours pareil, les secteurs impactés par le passage des armées. En 1483, Louis XI, à son tour, prend son dernier souffle au château de Plessis-les-Tours. Donc, il lui succède son fils, Charles VIII, qui est le dernier roi de la branche des Valois. En 1484, il accorda un droit de franchise et divers privilèges à tous les marchands étrangers qui voudraient s'établir à Montpellier pour tâcher de repeupler cette ville. Le passage des troupes
et la mortalité due aux épidémies l'avait rendue presque déserte. À la différence de son père, Charles VIII s'intéressa très peu aux Roussillons, c'était pas sa tasse de thé. Lui, son regard était tourné ailleurs, c'était l'Italie. Certains d'entre vous ont dû le retenir, c'est le début des guerres d'Italie. Mais où il va le problème, c'est que dans ces guerres d'Italie, c'était là aussi pour le royaume de Sicile, il va se heurter à la maison de Castille, d'Aragon. À Narbonne, un traité fut passé en 1493 afin que les places fortes du sud du royaume, dont Sijan, soient démunies de toute leur artillerie et munitions. Charles VIII avait délaissé la conquête du Roussillon donc pour se concentrer sur l'Italie, notamment le royaume de Naples, dont il essaya de se faire proclamer roi. Ça n'a pas marché, il en arrivait. Par contre, son lointain cousin, là, Ferdinand, il a bien récupéré le Roussillon et la Cerdagne, mais sans payer les 200 000, la somme qui avait été mise en gage, la somme pour laquelle les comtés avaient été engagés. En novembre 1495, les troupes aragonaises accablèrent 3 jours durant le Narbonnais en capturant des gens, du bétail, 25 000 moutons, 3 000 mulets, 2 000 bovins. L'année suivante, Don Enrique de Guzman prit le relais et les escarmouches se succédèrent, Le Castre, Sals, Rivesaltes, etc. En mars 1496, les Espagnols étaient aux portes de Narbonne. Sals fut reprise par les soldats de Charles VIII en octobre 1496. Donc, bon gré mal gré, il a quand même fallu qu'il mette un peu son nez en Catalogne. Mais c'était pas joli, c'était pas vraiment, ça faisait pas partie de ceux qui cherchaient. Une trêve fut convenue jusqu'en avril 1498, et le problème c'est que ce jeune roi mourut accidentellement cette même année. Son successeur, Louis XII, était un cousin d'une autre branche. Et lui non plus n'était pas du tout intéressé au Roussillon, lui aussi c'était l'Italie. En 1502, le nouvel archevêque de Narbonne, François de Clermont-Lodève, neveu du cardinal d'Amboise. Le cardinal d'Amboise, c'était ce chef militaire qu'on a vu mener des troupes en Roussillon. En juillet 1503, le sire d'Urfé, grand écuyer de France, conduisit via Narbonne une armée à Roussillon en représailles des avancées de Ferdinand au royaume de Sicile et à Naples. À la fin de l'été, près de 20 000 soldats campèrent à La Panne. Arrivés à Perpignan, les armées des deux royaumes étaient inégales. Celles du roi de France étaient inférieures en nombre. Dès lors, sous les ordres du duc d'Albe, les Espagnols s'avancèrent sans difficulté. Le Castre, La Panne, Sijan, Fuitou, Treilles, Roquefort, Castelmore, Saint-Jean-de-Barroux, Freysse, Villesec, etc. Ils mirent le feu à la plupart de ces lieux et firent un grand butin. Alors, il faut appeler le passage du tome 11 de l'histoire générale de Languedoc. Donc, l'histoire générale de Languedoc, c'est une encyclopédie qui a l'avantage de parler un peu de ces guerres. Ces places ne furent pas conquises, comme il disait, elles ne furent pas annexées au royaume d'Espagne. Elles furent pillées. Les Espagnols se gardèrent bien d'affronter l'armée française qui était en garnison à Narbonne. Selon l'inventaire de messieurs Jean et Barroux, là ce sont des Sijanais, rédigé en 1718, ce fut à cette occasion que Sijan perdit ses anciennes archives. Donc ces archives étaient conservées dans cette magnifique tour beffroi que les argotiers ont fait démolir, là où il y a
les chouguettes. C'était là-dedans qu'il y avait les archives. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, on n'avait pas encore de mairie, on avait une maison consulaire, une maison de ville, qui était juste à côté. Donc il devait y avoir moyen de passer de l'une à l'autre. Dans tous les cas, les archives étaient là. Ça veut dire que les arbalétriers espagnols devaient être drôlement bons, parce qu'ils ont dû réussir à faire passer quelques flèches enflammées par ces meurtrières, et ils ont mis le feu à nos archives. Les cousins de Jean et Barou, ils ne disent pas quand est-ce que ceci a eu lieu, ils disent avant 1560. Et nos prédécesseurs, là, les amis du vieux Sijan, ils ont mal interprété ce passage. Et donc, ils dédoublent l'attaque de Sijan qui a eu lieu, enfin l'attaque de Sijan avec une partie, un incendie partiel, certainement les Barris. Et ils dédoublent cette attaque en 1503 et en 1560. Or, en 1560, il n'y a pas eu d'attaque. En 1560, on a un complot, et s'il y avait une attaque, ça se verrait. Parce que les gens payent moins d'impôts si leurs maisons sont démolies, si leurs ruines sont brûlées, etc., etc. Les deux rois signèrent une trêve, et Ferdinand se remaria en 1505 à Germaine de Foix, qui était une nièce de Louis XII, et une fille de Jean de Foix, qui était alors vicomte de Narbonne. Mais en 1513, toutes les places fortes près de la frontière sont à nouveau mises en défense contre les Espagnols. À un an d'intervalle, Louis XII et Ferdinand moururent, l'un en janvier 1515 et l'autre en janvier 1516. Aucun des deux ne laissait de fils. La succession du roi de France échut à François d'Angoulême, et celle du roi d'Aragon à l'aîné de ses petits-fils, Charles de Habsbourg, qu'on connaît sous le nom de Charles Quint. Début 1515, ça c'est une date qui vous parle, lors de l'avènement de François Ier, le pouvoir royal était représenté en Languedoc, d'abord par son gouverneur, Charles, duc de Bourbon, puis par l'archevêque de Narbonne, Jules de Médicis, élu pape en 1523 sous le nom de Clément VII. En 1523, le roi découvre que le duc de Bourbon, alors le duc de Bourbon, c'était pratiquement l'équivalent du roi. D'ailleurs, ils avaient le même ancêtre, ils descendaient tous les deux de Saint-Louis, et il apprit, donc ces informateurs lui apprennent que le duc de Bourbon conspire avec Charles Quint. Il était prévu que 10 000 mercenaires entreraient en France par la Bresse dès que François Ier aurait le dos tourné vers l'Italie. Et bien sûr, on leur laissait le passage libre. Et ils devaient rejoindre, ces mercenaires devaient rejoindre Charles Quint vers Sales et Perpignan. L'armée que Charles Quint aurait en personne, Charles Quint était à la tête de son armée en personne, voilà. Et c'est lui qui devait amener cette armée en Roussillon. La trahison du duc de Bourbon, qui avait réussi à s'enfuir d'ailleurs, eut de lourdes conséquences, parce que ça entraîna les incendies de certaines places fortes, les places stratégiques en Languedoc, la nomination du duc de Montmorency, qui à partir de ce moment-là, les deux Montmorency, là-bas au fond, à partir de ce moment-là, les ducs de Montmorency vont être continuellement dans le Midi. Et à ce moment-là, il fut ordonné au maréchal de Lautrec de mener un corps de troupes de Guyenne et de Toulouse vers Narbonne. Et ce n'est pas la peine de se demander, mais ces troupes, pour aller à Roussillon, eh bien, elles sont encore passées par Sijan. Après plusieurs attaques sur le Quint, notamment l'incendie de Saint-Paul-de-Fenouillet, et faute d'avancées notables des deux côtés, une trêve fut convenue jusqu'en 1541. François Ier fit positionner 6 000 légionnaires de Languedoc sur la frontière de Roussillon. Il prit pour prétexte que le grand-père de Charles Quint n'avait jamais respecté les clauses du traité prévu par Charles VIII et qu'il ne l'avait pas restitué. Quand il lui avait restitué les comtés
de Roussillon et de Cerdagne sans contrepartie. François Ier prévoyait donc, en 1541, de le reconquérir avec une armée de 40 000 soldats de pied, 2 000 hommes d'armes, 2 000 chevaux légers, sous les ordres de son fils le dauphin Henri, épaulé du maréchal d'Alenbeau et du sieur de Montpezat, pas notre Montpezat à nous, le Montpezat cher à Marpella, non, c'est notre Montpezat qui est dans Guercy. Alors, d'après les sources, les historiens qui sont comme ça, selon moi, là, si François Ier confiait cette affaire, qui était quand même assez sérieuse, à son fils, c'est parce qu'il voulait que le dauphin Henri fasse ses preuves en tant comme militaire. Par contre, il paraît que le dauphin Henri n'était pas le fils préféré du roi, mais déjà, on privilégiait l'ordre de primogéniture, et c'était lui qui était prévu pour lui succéder, et c'était donc le dauphin. Le prince aurait préféré être accompagné de Montmorency, mais son père lui colla donc ce maréchal d'Annebault et ce sieur de Montpezat. Là, voilà, c'est à ce moment-là que se passe. Là, je vous ai assommé de dates. Là, maintenant, tout ça va se passer entre août 1542 et septembre 1543. En 2023, j'ai fait une de ces fameuses descentes qu'on fait aux archives départementales de Carcassonne, et j'ai consulté, je ne sais pas comment dire, un paquet, comment des liasses. Oui, voilà. Là, ici, à ces gens, là, à la mairie, on nous dit toujours, ah, les archives de Carcassonne, oui, les archives de Carcassonne. Là, c'est un paquet, comme ça. Alors, ça concerne tous ces gens, mais il y a de tout, et ça parle de tout. Voilà. C'est Aurélien qui l'a découvert, quand il a préparé son master, et j'avais regardé un peu, quand j'avais été avec lui, on est allé pour les... Oui, 1737. La recherche diocésaine. Voilà, la recherche, voilà, pour faire des photos dans le Ferdinand, certainement. Donc j'avais regardé un peu. Mais là, j'y suis retourné et j'ai trouvé ces livrets qui... Alors, oui, voilà. Ça, c'est, voilà, les documents, ben... Mais il existe, c'est déjà quelque chose. On a ce document. Et ce document parle de 6 gens. Donc, c'est un document qui a été fait à la suite d'une décision justement du dauphin. Donc la côte, je ne sais pas si ça vous intéresse, tu l'as écrite la côte, non? C'est 1200. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Alors, à la différence de l'histoire générale du Languedoc, qui a tendance à tout centrer, tout ce qui se passe par ici, c'est Narbonne, là, le document cite textuellement 6 gens. Ça se passe à 6 gens. Et il énumère la liste des réclamations chiffrées d'environ, je vous dis environ parce qu'il manque des pages. Non seulement il est un peu déchiré, mais il y a un moment où il manque des pages. Donc à peu près 70 familles, soit la moitié des chefs de famille. Et on s'aperçoit, il y a des sommes. Là, on le voit mal parce que c'est souvent des parties déchirées. Chaque réclamation est chiffrée. Alors en général, les gens importants, comme justement le seigneur de Montredon, Montpezat, Roquefort, lui, on ne va pas lui minorer, il a fait un calcul, on n'y touche pas. Par contre, monsieur tout le monde à 6 ans, là on a tendance à dire, ah oui, ben écoute, il réclame 100 livres pour ses brebis, si on est dans 50, c'est déjà pas mal. Alors, ces choses-là, ce remboursement de dégâts de guerre, ça porte un nom, foule, qu'on écrit tantôt avec des L, tantôt avec un. Et 6 gens, on a réclamé ces foules pendant des siècles. Au début, elles étaient peut-être payées régulièrement, mais à partir d'un moment, c'était la croix et la bannière pour se les faire payer. Et attention, 6 gens avaient l'avantage d'être seigneurie de l'archevêque de Narbonne, qui était président des États du Languedoc. Voilà. Et malgré ça... Alors, peut-être que la réticence des États du Languedoc à
à rembourser ces foules venait aussi du fait que les officiers de ces troupes-là, qui passaient par Sijan, ils avaient déjà perçu quelque chose pour la nourriture. Et en plus, il y avait les étapiers. Les étapiers, c'est des gens qui étaient censés organiser les étapes. L'étape, normalement, elle n'était pas Sijan. L'étape se faisait au lac. Moi, je connais bien un étapier qui était au lac, qui s'appelle Martin Melchior Dufort, qui est le même qui a prêté de l'argent au jeune Molière, qui est un homme, pendant que Sijan crève de misère, lui, il est très riche. C'est un type, contrairement à Aurélien, c'est un type que je ne peux pas blairer, parce que pendant que Sijan crève, lui s'enrichit. Mais en plus, avec l'archevêque, il passe une espèce de deal. L'archevêque lui dit: prêtez à Sijan, dont Sijan a besoin d'argent, prêtez à Sijan tout l'argent qu'il faudra, et moi, je me fais fort de vous le faire rembourser. Et l'autre prêtait à intérêt, bien sûr. Donc, l'étape aurait dû passer au lac. Alors, il y a des fois, elle n'y est pas passée, pour une raison un peu spéciale, c'est la berre. La berre, depuis toujours, fait... Là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu. La berre sort de son lit, elle inonde toute la plaine de Villefranche, et les armées, en ce moment-là, venaient faire le détour par Sijan pour arriver au lac par derrière. Après, je ne comprends pas très bien comment ils faisaient, parce que, quand même, à cette époque-là, la berre se jetait dans la plaine du lac, et il fallait la passer. Donc, peut-être qu'à la plaine du lac, ils avaient pied. Bon. En tous les cas, voilà les problèmes des foules qui n'étaient jamais payés. Ce document nous apprend quelque chose d'important, c'est que pour la préparation du siège de Perpignan, les armées étaient venues à l'avance. Donc, des chefs de guerre comme le maréchal d'Annebault, le sieur de Rieux, le sieur de Montpezat, ces gens sont à Sijan avant, des semaines avant. Ce document nous apprend aussi que Henri II a dormi au moins, enfin je l'appelle Henri II à l'époque, c'est le dauphin Henri. Il a dormi à Sijan au moins une fois, le 5 octobre 1542, donc au moment où il va retrouver son père en Narbonne. Mais ce qui est important surtout, c'est de savoir qu'à l'occasion de ces guerres pour l'annexion du Roussillon, Sijan joua le rôle de poste avancé. En réalité, c'était devenu une garnison. Alors, à l'époque, j'en avais parlé avec Hans Barschus, je ne sais pas si beaucoup se souviennent, et il m'avait dit c'est pas possible parce qu'on n'a pas de caserne à Sijan. Oui, on n'a pas de caserne, bien sûr, ces soldats étaient logés chez l'habitant. Voilà. Alors, les troupes en garnison à Sijan, ils sont restés donc plusieurs semaines. Et elles ont fait des dégâts. Des dégâts qui sont sur ces actes, sur les fameux actes que vous avez vus tout à l'heure. Certains disent, et c'était avant, une semaine, 2 semaines avant le départ du siège de Perpignan. Par exemple, le Sijanais Étienne Guiraud mentionne que le 24 juin 1542, donc avant le siège, des dégâts qui lui ont été causés. Ce document nous apprend aussi que François de Bourbon-Vendôme, là, alors encore aussi là, c'est donc un descendant de Saint-Louis, un de ses cousins des rois, qui donneront la branche qui va donner d'ailleurs Henri IV. Hein. Et le maréchal de France viennent aussi à Sijan, un peu à l'avance. Et on découvre qu'ils ont 8 officiers du maréchal de France, on a mis chez un Sijanais qu'ils appelaient Charles Sartre. On sait aussi qu'à cette occasion, il y eut une grande assemblée qui consistait à faire la vérification, la dernière vérification
des troupes et des équipements. C'est ce qu'on appelle la montre. Et que la montre se fasse à Sijan, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y avait des milliers et des milliers de soldats à Sijan. Alors, moi, je ne vais pas vous faire le coup, là. Si vous allez tout à l'heure, si vous sortez à la mairie, il y a un petit panneau qui raconte qu'à telle année, ils sont venus comme ça. Et quand vous comptez le nombre de soldats, le nombre de chevaux, vous dites, mais c'est pas possible. Ils étaient comme des lasagnes, les uns sur les autres. C'est pas possible. Là, pour qu'il y ait ces milliers de soldats, eh bien, il fallait qu'ils soient, donc malheureusement, toujours vers le calvaire et toutes les places qui étaient ouvertes. Voilà. Il y en avait peut-être ici une centaine, mais le plus gros était vers là-bas. Les soudards, ces fameux soudards, ils étaient de plusieurs catégories. Ceux qui sont le moins cités, ce sont les Écossais. Mais les Écossais, c'est pas vraiment... Les Écossais, depuis Charles VI, ils servent en France et ils servent comme garde du roi. Donc, ils sont mieux traités que les autres soldats, ils ont les soldes plus conséquentes, et Louis XI, entre autres, etc., vont se créer une garde d'honneur avec ces fameux Écossais. Il me semble que Walter Scott a écrit Quentin du Ward, et que ça raconte une histoire de... Voilà. Après, à part ces Écossais, alors les Écossais, il y avait le Dauphin qui en avait, il y avait le François de Bourbon qui était contre le Saint-Paul, et certainement l'amiral. Après, il y avait les Suisses. Les Suisses aussi, ça constituait une garde d'honneur. Et eux, comme les Écossais, finalement, le seul reproche qu'on leur fait, c'est d'avoir laissé leurs chevaux consommer. Alors, malheureusement, ce n'était pas toujours de la paille. Le problème, c'est que les chevaux, ils consommaient aussi les céréales en herbe, hein, mais sans le payer, voilà. Les Allemands, ceux-là aussi, ils sont cités depuis longtemps comme mercenaires. Là, ce sont des mercenaires. Je ne sais pas trop avec qui ils servaient. Mais à cette occasion-là, on n'en parle pas beaucoup. Par contre, on va en parler un peu plus tard, à l'occasion des guerres de religion. Et là, à ce moment-là, ils viendront. Alors, ils seront du parti opposé. Ils seront au service des Huguenots. Ils vont attaquer Sijan et ils vont incendier une partie de l'église du Calvaire parce qu'il y avait un retable en bois dédié à Saint Jean-Baptiste qu'une vieille famille qui s'appelait les de Bonafont avait offert. Et ce retable a brûlé. Donc, quelques temps avant la fin des guerres de religion. Les Gascons étaient aussi de ces mercenaires. Bien que l'Aquitaine soit maintenant française, là on continuait à nommer ces soldats les Gascons. Et ils ont servi surtout pendant les guerres d'Italie. Et les pires, c'était les Italiens. Alors ces Italiens qui servaient surtout sous le sieur de Saleil. Là, celui-là, je ne sais pas qui c'est. Le sieur de Saleil, je n'ai pas trouvé qui c'était. Et ce sont les pires. Ce sont les pires. Alors, les Italiens sont des gens qui sont réputés avoir de la religion. Eh bien, eux, ceux qui ont vandalisé l'église et profané l'église, c'était les Italiens. Dans les déclarations de ces 70 chefs de famille, et le vicaire, et l'église, et l'hôpital, donc entre le départ pour le siège de Perpignan, qui eut lieu le 26 août, et après le retour, il a cessé en principe en octobre 1542, mais le retour s'est fait de façon échelonnée. Ce livret montre que les troupes étaient revenues en garnison à Sijan après ces dates. Pire encore, lorsque ce livret fut rédigé le 18 juin 1943, les soldats y étaient encore. Alors, parmi les choses qui ont été volées, détruites, pillées, etc., le sel. Donc, c'est le bagne Claude Cabirol, c'est lui qui enregistre les plaintes des Sijanais. Et il dit que ces gens de guerre se sont emparés de 1500 quintaux de sel. Attention, hein, pas nos quintaux à nous, les quintaux de l'époque. Alors quand on convertit, plus ou moins, et qu'on fait des comparaisons avec le comprois de 1539 qui mentionne 14 salins, on devine que Sijan devait produire alors
plus de 800 tonnes de sel par an, ce qui est considérable. Sur des lettres qui ont été écrites entre gens de la Ligue, donc les catholiques, sous la guerre suivante, celle de la guerre de religion, on dit que le sel servait souvent à solder les soldats. C'est-à-dire que le sel qu'ils enlevaient leur servait aussi de monnaie. Oui. Alors, on a aussi le vin. Alors, le vin, à plus de 80 reprises, les actes que vous a montré Aurélien tout à l'heure, parlent de vin qui a été pris sans être payé. Mais non seulement non seulement il buvait le vin sans payer, mais il détruisait les conteneurs. Alors, les conteneurs qui s'appelaient, plein de noms, pipe, tonneau, mie, etc., ils y mettaient le feu. La réclamation totale pour le vin se monte à 1600 livres. Et je ne compte pas dans les pipes, les barriques, les tonneaux, les mules. Les matériaux, alors des filets de pêche, des mangeadoires de poissons, des plombs de pêche et surtout du bois. Alors le bois, on comprend, le bois c'était pour se chauffer. Ces Italiens qui étaient dans l'église avaient mis le feu au banc. Mais on arrachait aussi le bois qui était à l'extérieur des maisons, on prenait les portes, on prenait les fenêtres, etc., etc. Mais en plus de ça, on arrachait les souches et on arrachait l'olivier. Alors je ne sais pas comment ils arrivaient, à moins qu'ils fassent autre chose avec les branches d'olivier, je ne sais pas. Mais enfin, il y avait les cultures, et en particulier les céréales. Donc tout ça, c'était des choses qui étaient impactées et qui allaient manquer ensuite à l'économie sijanaise. Donc au brigandage s'ajoute le vandalisme, parce qu'il y a des choses, on comprend pourquoi ils le prennent, mais il y en a d'autres comme tous ces éléments de fer, les gonds, les plombs, tout ça. Pourquoi? Alors ça c'est à croire que, avec les filles folles qui suivaient l'armée, là, les filles légères, il devait y avoir aussi des espèces de receleurs qui profitaient de l'armée pour... voilà. En tous les cas, ils prenaient tout. Les faubourgs de Sijan sont mis à sac par les Italiens qui sont de retour de Perpignan en septembre 1542. Est-ce que c'était une façon de compenser les butins qu'ils n'avaient pas pu faire en Roussillon? C'est possible. Un quart d'heure, il me reste, c'est ça? Oui. Ça ne veut pas avoir. On est dans les temps, c'est bon. Bon. Donc, il est clair que ce passage de gens de guerre continuel gênait les Sijanais. Non, c'était plus que gêner. Ça les mettait à genoux. Mais en plus, ça posait un problème pour, de toute manière, à l'époque, tout le monde allait à l'église. Pour aller à cette église qui était alors au Calvaire. Ça faisait longtemps que Sijan réclamait une église dans la ville, et les archevêques de Narbonne se faisaient tirer l'oreille. À la rigueur, on leur avait accordé un hôtel portatif. Et c'est pratiquement sûr que c'est à cause de cette présence continuelle de Soudard que finalement Sijan a obtenu le droit de faire l'église que vous connaissez, celle qui est ici. Donc il faut attendre les années 1640, et il y a un épisode où on parle de vol dans l'église, profanation, etc., etc. C'est une libération du 27 novembre 1644, et à partir de là, on lance le projet de construire cette nouvelle église. Sijan, déjà, sacrifié 3000 livres de foule qu'il devait percevoir pour la construction de l'église. L'archevêque avait promis aussi une somme, le recteur de Sijan. Alors attention, le recteur de Sijan, ce n'était pas celui qui menait la paroisse. La paroisse de Sijan, elle était en général menée par des vicaires. Le recteur, c'était un type qui s'est la coulée douce à Narbonne. Il avait un poste bizarre auprès des archevêques, porte-croix, théologate, on ne sait pas trop. Mais voilà, il palpait des deux côtés. Il palpait à Narbonne, il palpait à Sijan. Dans tous les cas, voilà. Sijan avait mis de sa poche 3000 livres qui auraient servi
qui normalement était destiné à rembourser les pertes. Ces foules-là, des foules des luttes franco-espagnoles qui ont repris surtout sous Louis XIII, en particulier à 1637. À cette occasion, je voulais vous dire que André Autier, l'autre jour, nous a parlé d'un traité qui a été passé en 1229 et à partir duquel nous, ici, nous sommes devenus français. Oui. Sur le papier, oui. Mais dans la mentalité des gens, c'est pas vrai. Parce que justement, à l'occasion de ces guerres de 1637, le curé, le recteur de Sigean, le vicaire de Sigean qui relève les baptêmes, met des notes concernant les mouvements des troupes. Et il dit qu'en 1637, Sigean a été pris pour les Espagnols, et à la Saint-Michel suivante, les Français vont à Sals, je me trompais, c'est à Sals, ils vont à Sals et ils reprennent Sals. Donc, pour les 6 années, les Français, c'était les autres. C'était ceux qui n'arrêtaient pas de passer et de repasser, tous ceux qui venaient du Nord, comme d'ailleurs les envahisseurs de la première croisade. Hein, c'est pareil. C'est ceux-là, les Français. Alors, le Languedoc, épuisé par les guerres, et en particulier celle contre l'Espagne, ne peut plus payer les impôts, et le cardinal de Mazarin menace de loger à nouveau en Languedoc les armées, en particulier l'armée de Catalogne, pour contraindre, donc c'est pour faire peur aux gens, et pour les contraindre à payer tout ce qu'on leur demande. L'archevêque de Narbonne, je vous l'ai dit, c'était le président des États du Languedoc, tout en restant fidèle à Mazarin. Il me dit oui, mais ce sont justement ces gens de guerre qui ont causé la ruine du Languedoc. Et il y a d'autres. Donc, je vous dis, l'archevêque de Narbonne reste fidèle à Mazarin. Par contre, le Parlement de Toulouse et d'autres adhèrent au parti de Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII, qui était du d'Orléans, et puis du prince de Condé. Voilà. Et tout ça, ça va nous mener à la fronde. En novembre 1652, Sigean fut totalement ruiné par le passage des gens de guerre. Et pourtant, malgré ça, au printemps 1653, il fallut sacrifier les céréales en herbe pour fournir du fourrage aux chevaux des troupes de Louis XIV. C'est ce qu'on appelle ôter le pain de la bouche des gens. En 1656, le 21 novembre, Pierre Alaric, c'est un collatéral, alors vicaire, baptisa à Sigean le petit Louis, né à Perpignan, une femme légère qui suivait l'armée de Catalogne. Donc ça veut dire que ça continue à passer et à repasser. Hein. En 1658, Pierre Gendron, un de ces pourris, un de ces fameux escrocs de Montpellier, là, qui ont mis Sigean plus à terre à force de leur piquer de l'argent, celui-là va déclarer aux autorités de Sigean que fin 57 et début 58, les armées qui passaient pour aller en Roussillon et qui revenaient, lui ont fait des tas de dégâts, et entre autres, lui ont brûlé les échafaudages qui étaient en train de placer pour faire celle-là d'église. Alors là, par contre, on ne l'a pas remboursé. Il se payait déjà assez bien comme ça. Après le traité des Pyrénées, alors pour le traité des Pyrénées, je fais la même remarque que ce que je vous ai fait pour le traité dont parlait André Autier. Oui, sur le papier c'était écrit, mais je viens de faire une recherche pour un collègue catalan, et donc ça se passe à Sals. À Sals, il continue encore à se considérer comme espagnol. Et dans les années qui ont suivi le traité du Pyrénées et les décennies qui suivent, quand il parle de français, ce sont les autres. Donc il meurt des soldats et les prisonniers, et parmi ces soldats et ces prisonniers, il y en a qui sont français. Et ça dure encore pendant des décennies.
encore après 1700, il y a toujours à Sals un grand nombre de soldats qui... Alors, il y a beaucoup d'invalides qui apparemment sont résidents, mais il y en a beaucoup qui meurent. On revient au suite du passage d'Henri II. Henri II, le dauphin Henri, le futur Henri II, revient à Sigean où il dort le 5 octobre et le 6 octobre et le 6 après il est à Narbonne. Et à Narbonne, c'est là qu'il décrète que, vu tous les dommages subis par les lieux qu'il a traversés et les lieux où sont passées les troupes, il fallait faire ces fameuses déclarations, ces foules pour se faire rembourser. Alors, sachant qu'en général, les rois, les princes, ils n'en ont pas grand-chose à faire de la misère de leurs sujets, en général, hein, il faut que vraiment le pays était vraiment aux dernières extrémités pour qu'un prince prenne de telles mesures. Ce roi, il meurt. Ce roi, d'ailleurs, vous le connaissez pour sa mort. C'est le roi qui est mort d'un coup de lance dans l'œil lors d'un tournoi et qu'Ambroise Paré, malgré son savoir-faire, n'a pas pu sauver. Je crois qu'aussi, si ma mémoire est bonne, c'est celui qui avait piqué la maîtresse de son père, non, dans le Poitiers. Ça à voir. C'est notre histoire. Dans tous les cas, il meurt en 1569 et lui, il laisse beaucoup de fils. Mais sous ses fils, qui se succédèrent rapidement l'un après l'autre, l'annexion de Roussillon n'est plus de mise. Pourquoi? On arrive aux guerres de religion. Et les guerres de religion, ça impacte donc aussi de nouveau notre pays, notre secteur. Et donc, il y a des traces, on sait que et les troupes françaises et les troupes espagnoles sont de nouveau passées par Sigean. Nous étions, à Sigean, nous étions toujours seigneurie de l'archevêque de Narbonne, qui était un deux joyeuses et donc un des chefs de la Ligue. Voilà. Donc on était contraint et forcé, qu'on le veuille ou non, on était catholique. Ces guerres, elles s'étaient arrêtées sous les fils d'Henri II, donc François Ier, Charles IX, Henri III. Je n'ai pas l'impression que Henri IV se soit beaucoup intéressé à ça, et pourtant Henri IV, en tant que roi de Navarre, il avait aussi des droits particuliers. Mais ça revient avec son fils. Voilà, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, sous Louis XIII, Louis XIV. Et Louis XIII, lui, fait battre carrément, il fait battre monnaie à Perpignan. Pour finir, je vais boucler, c'est bien, je suis pratiquement. Pour finir, je vais boucler ma boucle et je vais en revenir à ton calvaire. Parce que ce calvaire, eh bien, il n'en a pas fini avec les soldats. Il y a eu des mouvements de troupes, non seulement sous Louis XIII, Louis XIV, mais après la Révolution, quand Napoléon a lancé ses campagnes de guerre en Espagne. Là, il y a de nouveau des milliers et des milliers de soldats qui sont passés. De nouveau, Sigean a dû participer à ça. Là, on parle surtout de convois de nourriture, tout ça, mais le pire, c'est après. Ça concerne les éclopés. Les éclopés qui revenaient de ces guerres étaient accueillis à Sigean, à un presbytère que M. Mourut a fait démolir lors de son premier mandat et qui était derrière le château. De ce presbytère, ces soldats étaient ventilés dans pratiquement tous les édifices religieux de Sigean, qui avaient été transformés en hôpitaux militaires. Et beaucoup en hongrois.
apparemment, Saint-Félix, donc celle-là de Saint-Félix, la grande, était un mouroir. Et il mourait tellement de soldats que dans ce cimetière de Calvaire, qui était notre cimetière, c'était le cimetière de Sigean. Jusqu'à présent, c'était le cimetière, depuis les Visigoths, et jusqu'à présent, c'était le cimetière de Sigean. Mais là, on dit qu'ils arrivaient même à faire tenir 4 corps par caisse. Ils ont tellement enterré de soldats là-dedans que le cimetière, d'abord, on voit, il est 2 mètres plus haut que le niveau du reste, et puis après, il n'y a plus moyen de le remettre. Et pire que ça, tous ces soldats, ça a entraîné aussi des épidémies. Si bien que les Sigeanais, au bout d'un moment, ils ont dit à la casquette, et l'hôpital militaire, on l'a envoyé à nos collègues du lac. Voilà, ils ont récupéré. Voilà, donc, j'ai bouclé mon affaire en revenant sur le calvaire. Y a-t-il des questions? Donc déjà, il n'y a pas notre avis, j'ai vu. Donc, il n'y a pas de questions pièges. Si, au fond, il y a une question. Est-ce qu'avec tous ces petits grès royaux, Sigean est devenu un réservoir de gènes pour la médecine nucléaire? J'ai pas entendu. On n'a pas entendu. Est-ce qu'avec tous ces petits grès de gènes royaux qui sont passés, qui ont transité par Sigean, est-ce que Sigean est devenu un réservoir de médecine nucléaire? On comprend pas le lien entre les rois et le. Je crois qu'à Perpignan, il y a un hôpital qui fait avec un service de médecine nucléaire. Ce qu'il y a peut-être un rapport, c'est que dans les armoiries des Sigean, les anciennes, vous les verrez de ce côté du clocher, il y a un écusson qui a été récupéré sur la porte qu'a fait détruire Elisa Potier. Et cet écusson, lui en bas, il porte une fleur de lys. C'est le seul lien que je vois entre la monarchie et. Voilà. Sinon, c'est vrai que Sigean a vu passer beaucoup le roi de France. Ça commence très tôt. Et il y en a qui disent, moi je vous ai dit, François Ier est peut-être venu quand il a fallu faire la montre. D'autres disent carrément qu'il est passé. Voilà, qu'il est passé. C'est vrai qu'on ne dit pas toujours si. D'abord, parce que nos archives ont été perdues, celles qui précédaient 1560. Mais sinon, de mémoire, il y a un empereur qui passe au VIe siècle. Après, il y a donc Henri II, Charles IX, Louis XIV, Louis XIII, et je dois m'oublier. Oui, Catherine de Médicis avec Charles IX. Je reviens juste sur un point que tu as évoqué, parce que j'avais le texte, j'ai lu le texte en avant-première. Tu disais les ressources pillées, donc le sel, le vin, le bois, et à un moment tu parlais donc en 1652-53, où les habitants ont dû sacrifier les céréales en herbe pour le fourrage. Et tu n'as pas cité que le village, c'est un fait important, moi je pense, a été contraint d'envoyer 30 jeunes célibataires pour participer au siège de Perpignan. Oui, c'était même en et que 2 sont morts de la peste et les autres ont été mis en quarantaine. Oui, ça aussi, c'était. Donc on perdait aussi des habitants. En principe, le fait que Sigean soit seigneurie de l'archevêque de Narbonne, on aurait dû être exempt. Mais les rois, déjà, se sont mis en possession. André Autier, la semaine dernière, vous parlez des places fortes, des citadelles, les vertiges et compagnie. Sigean était place forte, comme le Cap. Et quand ça les arrangeait, les rois de France ont pris Sigean, ont mis des garnisons à eux, et en général, après, ils le rendaient en disant on ne veut pas
on ne veut pas nuire à notre cousin, l'archevêque de Narbonne. Bon, et entre grands, ils s'arrangeaient toujours. C'était là, et on très content. Les hommes sont et non seulement il fallait serrer la ceinture, et là, tout le Languedoc était soumis à la même. Voilà. C'est quand même terrible parce que ça a duré des siècles. Voilà. Il y a Christine qui avait une question. Oui, quelle était la population de Sigean à cette période-là? Alors, y avait-il d'habitants pour envoyer 30 gamins oui. faire le siège de Perpignan? Certainement parce que, attention, ils n'en ont envoyé que 30 parce qu'ils ont dû traiter avec l'archevêque et dire à l'archevêque, mais quand même, ne les laissez pas nous prendre 50 ou 100 garçons. Voilà. Alors, en 1542-1543, il y a à peu près 150 chefs de famille. 150 chefs de famille, si on dit que ça fait... Voilà, il faut compter au moins, en moyenne, 5 personnes par famille. Hein. Mais voilà, on fait le calcul, c'est déjà... Voilà. C'est en 1740, il y avait 265 feux, enfin foyers, donc chefs de famille, et fin 18e, les délibérations parlent de 2000 habitants. Donc oui, comme tu dis, un siècle et demi avant, on ne devait même pas être 1000. Oui. Voilà, un truc comme ça. Oui. Bernard ? Quand tu parles de garnison ici dans le château de Sigean, c'est combien de soldats, combien de... Alors apparemment, ce n'était pas dans le château de Sigean, c'était chez l'habitant, et un peu plus tard, il y a des gens qui louent des grands... Alors, les grands bâtiments, ils étaient souvent ici, justement. Sur ce tronçon-là, il y avait ce qu'on appelait des magasins, qui étaient des hangars, et c'est ça qu'ils louent. Ils louent des grandes... Et ces choses-là étaient transformées en casernes. C'est pour ça, Hans Marchus, il n'a pas trouvé de caserne, parce que le mot caserne n'est pas employé. Mais on les loge dans des grands bâtiments, et on le sait parce que les gens se font payer, les gens qui louent. Alors, c'était vraiment garnison, parce que les armées restaient des mois et des mois. Donc, et ça dure après après le traité de Roussillon, après le traité de 1659, il y a encore ces gens, ville de garnison. Voilà. C'est la même époque où il faut que Sigean mette en arme la redoute de Nouvelle. Et ça, à cette époque-là, c'est encore Sigean qui garnit, qui approvisionne aussi. Hein. À un moment donné, il y a plusieurs régiments. Alors, ces régiments, par exemple, je n'ai pas trouvé de déclaration de viol. Alors, est-ce que c'était quelque chose qui était, à l'époque, c'était tabou, on n'en parle pas. On leur reproche de faire beaucoup de tapage, beaucoup d'injures, des choses comme ça. Et la pire chose dans tout ce que j'ai trouvé, la pire chose qu'on leur reproche, c'est de dévoyer les enfants de Sigeanais. C'est-à-dire que, donc, ils sont jeunes, ils ont l'uniforme, ils ont toujours une bambelle de camion autour d'eux, ils racontent à Sigean que leurs parents sont des peignes cul, que c'est pas une vie, que vivre à Sigean, et donc ils leur font une grotte, des choses comme ça. C'est le seul truc, la seule plainte qui est sérieuse et qui apparemment pose un problème aux autorités. Voilà. Mais on ne sait pas combien il y en avait. Plusieurs régiments. C'est-à-dire en nombre, ça fait quoi? Moi, je ne sais pas un régiment, mais je sais très bien, par contre, je sais très bien que régiment, c'est pas 20 hommes. Hein. Tu as parlé à un moment de la plaque qu'il y a sur la façade de la mairie, comme quoi la place pouvait contenir, c'était 20 000 hommes, je crois. Non, tu as dit que c'était pas sur la place, c'était plutôt justement au niveau de... Non, mais ça, c'était les troupes. Si ça remplissait des champs, il faut compter par centaines, hein, en fait. Non, mais par contre, les gens, on les logeait dans des hangars, dans des magasins, des choses comme ça. Voilà. Le couvent des Capucins, qui était grand rue, après ce que vous appelez la Calandrette, qui est en réalité l'hôpital de Sigean, le couvent des Capucins, à un moment donné,
servait de caserne. Ah, ici, il a servi de tout d'ailleurs. Il a servi de caserne, de prison et de tout. Mais moi j'ai l'impression que c'est des centaines et des centaines d'hommes qu'il y avait. Quand un régiment s'en va, les autres montent sur un des moulins de 6 gens et leur lancent des colibés en l'air de dire qu'ils s'en aillent, parce que de toute manière, ils n'étaient bon à rien. Enfin, donc on a l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de soldats. Et tout ça, bien sûr, c'est quelque part, ça n'a pas laissé de traces nulle part. C'est noté, 6 janvier de garnison, sauf dans le livre, là, vous l'avez vu tout à l'heure, c'était souligné en bleu, où on dit qu'avant le siège de Sijan, avant le siège de Perpignan, la garnison était Sijan. D'autres questions? Le blé en herbe, c'est ce qu'on appelle la javel? Pardon? Non, le blé. Le blé en Le herbe, blé qui était récolté. Oui. c'est ce qu'on appelle la javel. Non, il faut considérer que c'était les céréales qui étaient récoltées sur 6 gens. Il y avait le blé, l'orge, il y avait quoi d'autre? Enfin, c'est pas pour subsister aux besoins des troupes. Pas d'autres questions? Bien. Mais merci encore à toi, Michel, pour ton travail.